Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs dans 60 minutes pour comprendre sur Médien TV. Nous sommes le vendredi 30 octobre et comme tous les soirs en direct, nous nous donnons 60 minutes pour essayer de comprendre l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons en compagnie d'observateurs internationaux et nationaux et nous le faisons en votre compagnie car vous le savez, vous pouvez intervenir et réagir sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, la page Facebook de Médien TV, le compte Twitter de l'émission, #60MPC, vos réactions, vos questions nous serviront à alimenter notre discussion ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur professeur Anwar, docteur Anwar Sharqawi, vous êtes vice-président de l'association marocaine de dons d'organes et de tissus humain. Merci d'être avec nous ce soir. Moulay Abdullah Sharif Ouazzani, vous êtes docteur en islamologie et enseignant-chercheur. Professeur Drissi Boumzbra, vous êtes professeur de chirurgie cardiovasculaire au CHU de Marrakech et vous avez notamment réalisé une transplantation cardiaque il y a quelques jours. Vous allez d'ailleurs notamment nous en parler. Nous rejoindra dans cette émission, car rappelez-vous, c'est du direct, professeur Mohamed Nasser Semkaoui, qui est président du comité de greffe d'organes et de tissus humains, qui nous rejoindra au cours de l'émission. Le 17 octobre dernier, c'était la journée mondiale pour le don d'organes. L'occasion de sensibiliser les Marocains, les Marocaines et le monde entier à ce sujet essentiel. Seulement 1000 d'entre nous, Marocains, sont inscrits sur les listes de donneurs. Pourquoi sommes-nous aussi peu? Quels sont les besoins en greffe d'organes au Maroc? Que disent les religions, les lois, les sociétés, les professionnels de la santé en la matière? Don d'organes, une société encore frileuse, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le don, c'est la vie. Bien plus qu'un credo, c'est une véritable bataille. Encourager le don d'organes au Maroc. Une pratique ô combien noble, mais qui reste très peu répandue chez nous. Preuve en chiffres, entre 2012 et 2014, seulement 125 transplantations de reins et 5 de foie ont été opérées au Maroc. Or, le nombre de personnes atteintes de diabète et d'insuffisance rénale a augmenté dans le sillage du changement du mode de vie du Marocain. En près de 30 ans, 400 malades ont pu être greffés, essentiellement avec des donneurs vivants. Un chiffre insignifiant face à une demande, elle, conséquente, notamment chez les demandeurs de reins. On estime en effet le nombre de patients sous dialyse à 17 000 dans le royaume. Plus de 7 400 attendent des opérations de transplantation. En 2014, seulement 46 malades ont été greffés d'un rein au Maroc. À titre de comparaison, plus de 3200 greffes de reins ont été enregistrées en France la même année. Le constat est donc clair, l'offre est loin d'être à la hauteur des besoins. Comment y remédier alors? Les campagnes de sensibilisation se succèdent, mais il reste beaucoup à faire. Selon l'association marocaine Reins, seulement 1 millier de personnes sont reconnues en tant que donneurs d'organes dans le royaume. Bien, professeur Semkaoui, vous nous avez rejoint, merci d'être avec nous. Je sais que vous venez de loin, hein. Vous êtes tous les deux à venir de Marrakech. Merci d'avoir répondu en tout cas à notre invitation. Je rappelle que nous sommes en direct comme tous les soirs. On a vu ce reportage, on voit le chiffre extrêmement bas du nombre de donneurs potentiels, en tout cas de gens qui se sont inscrits en tant que donneurs. On va essayer de faire un état des lieux, en tout cas des besoins au Maroc en termes de dons d'organes. Alors il y a les dons d'organes de son vivant et il y a les prélèvements d'organes sur des personnes décédées. Si on devait faire aujourd'hui un état des lieux, vous êtes des praticiens en la matière. Aujourd'hui, il fallait tirer la sonnette d'alarme? Oui, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme sans effrayer. Il faut comprendre un petit peu la société marocaine. Auparavant, on croyait qu'il n'y a pas d'équipe médicale compétente qui font de la greffe au Maroc. Et on a la preuve du contraire ce soir sur le plateau, on le verra. On croyait que la religion était contre. On croyait qu'il n'y avait pas de loi qui régisse le prélèvement et le don d'organes. Aujourd'hui, en tant qu'association, l'association marocaine de dons d'organes et du tissu, je suis d'abord médecin. Aujourd'hui, il y a des médecins compétents dans les 5 CHU du royaume. La religion, elle est claire. L'aspect juridique est clair. Ce qui reste, c'est qu'il faut faire davantage d'informations et de sensibilisation de la population pour leur dire il y a les équipes compétentes pour faire la greffe. Alors, professeur Semkaoui, vous êtes président du comité de greffe d'organes et de tissus humains. Est-ce que c'est spécifique au Maroc? Quand on a préparé cette émission, on a regardé un peu ce qui se passait ailleurs. Les réticences existent aussi ailleurs, ce n'est pas propre au Maroc.
Effectivement, il faut dire que au niveau du Maroc, la loi 1698 déjà autorise le don d'organes et les transplantations au Maroc, aussi bien d'organes que de tissus. On a commencé dernièrement parce qu'effectivement il y avait ces réticences-là de part donc la société marocaine, vu que donc il y a un refus automatique au début. Heureusement que ces dernières années, on a franchi, donc on a rompu donc cette barrière, que je dirais psychologique ou surtout par une malcompréhension de l'esprit du don d'organes au Maroc. Et il y a quelques pays, bon, les pays européens sont en avance, il y a même quelques pays arabes et musulmans qui sont en avance. Et nous, au niveau du Maghreb, au niveau donc des pays arabes et africains, je pense qu'en ces dernières années, on a pris quand même de l'avance grâce à l'organisation des différents CHU qui ont eu donc cette volonté, bien sûr, de greffer et donc de promouvoir le don d'organes. Et moi, je pense qu'on est sur la bonne voie actuellement. Et la création donc des associations, parce qu'on demandait toujours, en tout cas, on demandait toujours que la société civile prenne part dans ce chantier. Et on remercie donc cette association qui a été créée pour ça, pour surtout donc promouvoir donc le don d'organes au Maroc. Professeur Boumzbar, alors justement, vous disiez quelque chose par rapport aux compétences. Je l'ai dit en introduction, vous avez effectué, c'était dans la nuit du 13 au 14 octobre, une transplantation cardiaque sur une petite fille de 13 ans. Tout a été fait, on le répète, je dis, c'est important de le souligner, tout a été fait ici, au Maroc, au CHU de Marrakech, par vos soins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer aux gens qui nous regardent comment ça se passe, le processus entre le moment où on a un donneur qui se déclare, qu'il y a une opération qui doit être effectuée et surtout au niveau de l'acceptation de la famille. Merci beaucoup de cette question qui est pertinente. En fait, en plus du problème de communication avec la société civile, il y a également le problème de communication avec la société médicale. Il faut savoir que même entre médecins, on a tendance à omettre ou à ne pas considérer la transplantation d'organes en tant que moyen thérapeutique. Entre médecins, déjà au sein de la... oui. Il y a des réticences chez les médecins, chez certains médecins. Il y a des réticences dans le sens où ce n'est pas une pratique courante. Hein? Maintenant, on traite pas mal de pathologies de manière courante, du moment qu'on ne traite pas, qu'on ne réalise pas beaucoup de transplantations de greffes d'organes au Maroc, les collègues ne considèrent pas cette greffe en tant que moyen de traitement, en tant que moyen thérapeutique. C'est extrêmement important cette notion-là. Même nos confrères doivent maintenant comprendre que ça se passe correctement dans les CHU du Maroc. Alors, revenons à l'histoire de la petite Fatima qui a été opérée au CHU de Marrakech la nuit du 13 au 14 octobre 2015. C'est un processus que nous avons appris parce qu'on s'est bien entraîné. Le cœur est arrivé après la greffe du rein dans notre CHU, après la greffe du foie, après la greffe des cornets et tout ça, et l'os et tout ça, et même après la greffe de valve cardiaque. Donc nous avons en quelque sorte notre CHU, notre établissement, avait des priorités. D'abord, il faut commencer par ce qui est faisable, et puis, quand la nuit 13 au 14, quand l'opportunité nous a été, disons, permise, nous avons, sur notre liste d'attente de notre CHU, bien sûr, procédé à l'appel de la petite Fatima en lui disant que voilà, maintenant, la possibilité d'être soignée par une greffe cardiaque est désormais possible dans notre hôpital. La petite Fatima souffrait... Est-ce que c'était une première, je pose la question? C'était la deuxième au Maroc. Et à ce titre-là, cette occasion-là, il faut rendre hommage, je vais préciser ça, il faut rendre hommage aux pionniers de la chirurgie cardiaque au Maroc, le professeur Wajih El Mazouzi, qui a réalisé la première le 20, si je ne me trompe pas, le 24
octobre en 95. Et D'accord. donc Ça peut pas déjà dire. la faisabilité a été prouvée par la communauté médicale marocaine. On avait prouvé à l'époque, je faisais partie de l'équipe de professeur Wajid Mezouzi, nous avons prouvé déjà il y a 20 ans comme quoi c'était possible. Maintenant, en 20 ans, les choses ont évolué et le projet est devenu institutionnel, par opposition à ce qui se passait en 95 où le projet était un projet d'équipe. Maintenant, c'est un projet institutionnel. Notre institution a un projet de greffe d'organes à l'instar du projet national qui a commencé en 2009 et qui a abouti, après ces longues années de pratique, à un aboutissement que vous avez bien cité aujourd'hui. Alors, on y reviendra parce que j'aimerais vraiment décortiquer le processus. Si Ouazani, je vous donnerai la parole dans quelques instants parce que le côté religieux, théologique est intéressant à voir. J'aimerais juste faire un état des lieux aujourd'hui de ce qu'il en est. Docteur. Moi, je voudrais faire un complément de ce qu'a dit le professeur Boumzmara, c'est parce que c'est très important. Je ne le félicite pas uniquement pour le féliciter, à travers lui, je le félicite. Je félicite l'équipe de Marrakech, je félicite la famille de la personne qui ont perdu un enfant et qui sont dans le deuil. Ils ont accepté que leur enfant donne l'organe. Alors stop, on s'arrête là, parce que cet élément-là, il est important. On ne peut pas avoir de don d'organes sans qu'il y ait acceptation de la famille. Il y a une loi, vous l'avez dit, je l'ai lue cet après-midi, elle est là, je l'ai en détail. Hein, et on lit beaucoup de lois pour préparer ces émissions. Je peux vous dire que cette loi est extrêmement détaillée, extrêmement claire, et il n'y a rien qui porte à interprétation. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a rien qui porte à interprétation. Une loi aussi claire, on en voudrait un peu plus souvent. Et donc là... Le plus important, il y a, et professeur Boumzmara, il y a un élément très important dans la chaîne, c'est ce qu'on appelle la coordinatrice. C'est une personne, que ce soit au CHU de Rabat, de Marrakech, de Casablanca ou de Fès, qui est là sans rôle lorsque, par exemple, dans un service de réanimation ou dans les urgences, on dit qu'il y a une personne en mort cérébrale, donc c'est une personne qui est donneuse potentielle. Alors c'est elle a peu de temps, 1 heure, 2 heures, de convaincre la famille. C'est elle qui... Ils ont reçu une formation à l'agence de biomédecine en France, et c'est grâce, généralement des femmes, grâce à ces femmes, qu'on arrive à convaincre la famille. Ça, je voudrais, à ce sujet, leur rendre hommage à ces femmes aussi bien dans les 4 CHU du Royaume. Ça, c'est très, très important. Et une fois, ce qui est extraordinaire, il faut qu'ils trouvent le mot, la manière de le dire, parce que la famille est dans le deuil, et c'est eux qui arrivent. Et puis, il y a tout un processus réglementaire, comment contacter le tribunal, le médecin-chef, etc. On va y arriver, j'aimerais passer la parole à Ouazani, parce que vous écoutez, votre avis est important. Après, on ira dans la manière avec laquelle c'est perçu, pas seulement dans la religion musulmane, dans notre religion, mais aussi dans toutes les autres religions. C'est un débat qui a été posé dans tous les textes. L'argument religieux, j'imagine, doit être en premier plan lorsque ces personnes qui ont été formées parlent aux familles des donneurs. Et là, il y a... Qu'est-ce qu'on dit ? Très simplement, on dit que la religion musulmane, à l'instar des autres religions, et vous l'avez si bien dit, est basée sur le don, sur la bienfaisance, sur l'amour de son prochain. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Nul ne peut avoir une foi complète et parfaite s'il n'aime pas pour son prochain ce qu'il aime pour lui. » Est-ce qu'on aime nous-mêmes souffrir? Est-ce qu'on aime avoir des problèmes? Non. Alors, du moment que je peux aider l'autre, que je peux alléger la souffrance de l'autre, c'est un acte de sadaqa. C'est ce qu'on appelle l'acte de bonne action. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, Al-Qur'an, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Tous ceux qui tuent une âme sans justification ou qui créent des troubles par terre, من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. » Celui qui la revivifie, c'est comme s'il a revivifié, il a redonné vie et un plaisir de la vie à l'humanité entière. C'est juste pour donner l'ampleur de cette action qu'on donne quand on partage, quand on fait un don de soi-même, sachant que quand on donne une partie de notre corps, finalement, elle ne nous appartient pas. Oui, mais si nous occupons... Si Ouazani, vous n'êtes pas dans tous les CHU, c'est-à-dire que quand on vous Moi, je vous dis le principe de la religion. Mais alors, la question est de savoir, bien sûr, comment convaincre. Est-ce que ça... Est-ce qu'on peut avoir des gens qui le disent avec la même éloquence que c'est Ouazani ici? Moi, je donne un exemple qui s'est produit au CHU de Casablanca. Oui.
Et ce qui est extraordinaire, la famille a accepté, puis il y a le père, il a dit, que dit la religion? Puis il s'est concerté avec son épouse, ils ont pris le téléphone, ils ont appelé un homme de religion qui leur a répondu, ils étaient convaincus, ils ont accepté. Donc, et ces coordinatrices, ils sont formés, il y a, si Ouazeni peut le dire, maintenant, il y a je dirais, des documents qui stipulent, qui expliquent que dit la religion, et ces coordinatrices ont ces documents. Ce qui reste, c'est que la manière d'expliquer à la famille, ça le plus important. Aujourd'hui, on revient sur l'état des lieux, je reviendrai sur l'opération qui a eu lieu. Quels sont les besoins? Parce que aujourd'hui, quels sont les besoins clairement? On a eu des chiffres, on est à peu près à 100 000 transplantations dans le monde entier. C'est essentiellement le rein, vient ensuite le foie et les transplantations cardiaques et la cornée. Et la cornée. Aujourd'hui, quels sont les besoins? Est-ce qu'on a une quantification claire des besoins? Je peux vous dire que les besoins sont énormes, parce que les listes d'attente sont étoffées. On a un registre au niveau du rein. Donc nos néphrologues marocains connaissent donc, le nombre. Il est très, je ne l'ai pas dans la tête, mais il est très important. Mais on reçoit aussi des dossiers pour donner notre avis sur des receveurs potentiels de foie aussi, parce qu'ils devraient aller se faire greffer à l'étranger, et donc ça coûte énormément pour notre pays et pour les patients. Et donc là, heureusement, bon, on commence à faire le foie, nous, à Marrakech, à Rabat et à Casa, donc c'est une très bonne chose. Et je pense aussi qu'au niveau du cœur, on a des listes d'attente aussi. Il y a beaucoup de patients qui attendent aussi le cœur. Les cornées, là aussi, il y a un grand nombre. Donc le besoin, il est là. On n'a pas donc des vrais registres qui nous donnent le nombre exact. C'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on a eu beaucoup de chiffres. On a un chiffre de 7000 en termes de nombre de gens qui attendent, mais on n'a pas les chiffres exacts. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centralisation? Vous parlez de registres. Comment ça fonctionne aujourd'hui par rapport aux gens qui ont un besoin, par rapport aux gens qui sont donneurs potentiels, sur quel type de pathologie? Alors, en termes de besoins, je pense que pour le rein, c'est plus ou moins structuré. Pour le reste, je pense, je parle de ma spécialité, nous n'avons pas de chiffres, mais je peux annoncer qu'un pays comme le Maroc aura besoin en moyenne de 200 transplantations cardiaques par an, vu la population qu'on a. 200 à 300 De 200. Oui, 200 300 transplantations par an. C'est un chiffre, disons, approximatif, mais en se basant sur la pratique. On n'a pas de statistiques. Mais la pratique, quand je vois en consultation des malades qui ont besoin de ce type de traitement, de greffe cardiaque, il y en a. Et maintenant, ces 2 dernières années-là, je peux vous dire que j'ai au moins une dizaine de malades dans la liste d'attente, des enfants et des adultes. Et donc, nous n'avons pas de chiffres, mais le besoin se sent de manière très très forte dans la pratique médicale. Et le problème, c'est un problème de communication. Ça, c'est un problème qu'il faut aborder avec la société pour inciter la société civile à faire le don. Alors, l'expérience de l'Espagne a une équipe médicale faite d'une trentaine de médecins qui sillonnent tout le pays. L'Espagne, c'est un exemple européen. C'est le premier pays européen en termes de transplantation. Elle a une autosatisfaction en termes de transplantation. Donc elle n'importe rien de l'étranger. On va parler de l'importation des organes, mais elle n'importe rien de l'étranger. Selon les données qu'on a, il n'importe rien. Et la clé, c'était quoi? C'est l'implication de tout le monde. En l'occurrence, le gouvernement a mis une cellule faite de médecins, de spécialistes qui ont communiqué autour de la question et qui ont sillonné toute l'Espagne pour promouvoir le don d'organes. Un complément, je donne un chiffre en parlant de l'Espagne. Rien qu'en Catalogne, en 2014, 908 greffes. En 2014. Rien que ça, c'est des chiffres officiels. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux chiffres, aujourd'hui, comme l'a dit Sibon, par rapport au rein, au niveau du ministère de la Santé, il y a des listes d'attente dans chaque CHU. Et lorsqu'il y a un donneur en état de mort cérébrale, il y a, les néphrologues le savent, les urologues, il y a des grades, donc il y a toute une liste en fonction des priorités. Et s'il y a deux reins, par exemple, à Marrakech, en fonction des besoins les plus urgents, un rein peut partir à Casa, l'autre sur Rabat. Ça, c'est la même chose pour la cornée, il y a une liste d'attente dans chaque CHU. La problématique, à mon avis,
en tant qu'association, l'AMDOT, l'Association marocaine de dons d'organes et de tissus, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de greffants. Si je dis les seuls greffants qui se font dans les CHU du Maroc aujourd'hui sont importés des États-Unis. Alors que, je donne rien que le chiffre de 4000 décès par les accidents de la voie publique, je dirais c'est des décès pour certaines familles, mais ça peut donner la vue à d'autres personnes. C'est toujours là où c'est extrêmement délicat. Le côté psychologique est extrêmement délicat. Est-ce qu'on est équipé d'un point de vue psychologique pour parler de ces gens-là? Vous nous avez parlé de ces auxiliaires ou de ces personnes qui sont là pour aider les gens. Revenons aujourd'hui. Si vous plaît, c'est juste pour les cornées. À Marrakech, nous avons une banque des yeux et nous avons pu avoir ce qu'on appelle des cornées locales. On a pu avoir une trentaine de cornées locales qu'on a greffées. 38, exactement. 38, c'est ça. On a 38 cornées locales à Marrakech qu'on a greffées. Et effectivement, c'est tout simplement ces cornets importés, ils coûtent aussi au Maroc. On paye ces cornets importés. Ça coûte, excusez-moi de parler comme ça froidement, mais un rein, ça coûte combien? Une cornée, ça Non, coûte combien? on n'importe pas d'organes. Moi, je parle de tissus. Non, mais quand vous dites on les importe des États-Unis, par exemple, un rein pour les cornets. On importe les cornets des les cornets. États-Unis. Il y a un accord. Et avant, c'était aussi l'agence de biomédecine. Les premières cornets que nous avons fait à Marrakech, c'était 3 cornets qui nous ont été donnés par l'agence de biomédecine en France. Mais actuellement, il y a un accord avec les États-Unis. Et c'est aux alentours de $1000 à peu près la cornée. Donc ça coûte. Alors que, moyennant donc le don de cornée, on peut avoir un patient qui est cadavérique ou mort encéphalique peut donner 2 cornées qui vont servir à un patient non-voyant. Et donc on gagne aussi au niveau du coût. Donc il faut encourager ça, c'est très important. Alors il y a 2 types de greffes, on l'a bien dit. Il y a les greffes prises sur des donneurs vivants. C'est le cas des reins, on peut très bien vivre avec un seul rein. Et il y a les dons d'organes prélevés sur des cadavres. Aujourd'hui, la loi est très claire, parce on l'a découvert en lisant cette loi, les dons d'organes de son vivant ne peuvent être faits que entre ascendants, descendants, frères et sœurs, et conjoints, si conjoints depuis au moins un an. Au moins un an. C'est un frein, ça aussi? Pourquoi est-ce que dans l'esprit, on ne peut pas recevoir de son vivant un rein de quelqu'un qui soit étranger à la famille? Alors moi, je pense qu'il y a des règles qui régissent cette loi et qui protègent les donneurs plus que les receveurs. Et aussi, il faut qu'il y ait donc la gratuité, il faut qu'il y ait l'anonymat. Et donc, on craint qu'il y ait des... Dérapage. C'est ça, un dérapage moyennant une commercialisation où on demande une contrepartie quand on veut donc donner son organe. Et c'est pour ça que la loi, elle est claire et je vois qu'elle est vraiment ferme dans ce sens. Et c'est pour ça qu'elle a autorisé pour le don de vivant, que ce soit donc les proches, ascendants ou descendants, et les conjoints après une année. Pourquoi une année? Pourquoi une année? Pour qu'on ne fasse pas des faux mariages. Des faux mariages, c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on a fait donc cette durée donc d'une année. D'accord. Bon. Et ça, à l'étranger, c'est la même chose? Ça, ce sont des conventions internationales? C'est par définition un don, c'est un don, donc on ne paye pas. Quand vous avez dit combien ça coûte oui, justement, par exemple, c'est important. C'est important de préciser parce que ce n'est pas un prix. Hein. Ce que paye, c'est le coût. Parce que le coût de prélèvement, voilà, le coût de transport, etc. C'est au même titre que la transfusion sanguine. Aujourd'hui, quand vous allez à son transfusion sanguine pour chercher du sang, on paye quand même 300 dirhams par pochette, mais ce n'est pas c'est un coût de... pas le coût du sang, c'est le coût de la logistique. De la logistique et tout ça. Et donc ça, c'est international. Le don d'organes est un don qui se fait sur la base de volontariat et de don, et donc de solidarité. Il n'y a pas de prix. C'est un coût de préservation, un coût de logistique. Voilà. Mais d'un point de vue, alors justement, si Ouazani, du vivant, est-ce que vous avez parlé de don, justement, de soi, est-ce que de son vivant aussi, ça serait pas, je remets pas en question tout ça, mais je pose la question dans la réflexion, est-ce que ça serait possible, est-ce que ça serait logique? C'est possible, mais comme on dit les professeurs, parce qu'ils connaissent très bien la situation, il y a le risque de dérapage.
Et puis il y a justement cette recherche d'argent qui peut pousser les gens donc à traficoter. Et d'ailleurs même la religion, elle est claire sur ce point-là. Pour que ça soit possible, il faut que ça soit un don. Et donc il n'y a pas de rémunération. Deuxièmement, il faut que ça parte. C'est-à-dire le donneur doit être une personne mature, qui est consciente de ce qu'elle fait. Il ne faut pas que ça soit un fou. Enfin, qu'il soit en possession de tous ses moyens. Oui, tous ses moyens. Et c'est pour ça que, pour éviter justement les contournements de la loi, aussi bien la loi normale que la loi religieuse, l'État, et elle a très bien fait, de mettre ses garde-fous pour protéger. Ce qui est très important aujourd'hui, ce n'est pas seulement le donneur vivant. La source la plus importante, c'est le donneur mort, c'est-à-dire prélèvement sur cadavre. On a des réserves énormes. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est un problème, je dirais, de méconnaissance. C'est une ignorance de la loi et justement des circonstances autour de la transplantation, autour de la greffe, autour de la donation. Il faut informer, il faut sensibiliser. Très important, la religion, parce que les gens sont très imprégnés. Ils ont toujours peur d'être en porte-à-faux. Ce qui est très important, c'est que donner... Ça en fait partie, mais pas seulement, vous nous direz. Il y a ça en grande partie, mais il y a aussi d'autres freins. Donner, ce n'est pas seulement permis. Parce que vous savez que dans la loi musulmane, il y a 5 piliers, ce qu'on appelle les jugements, al-ahkam fiqhiyya. Il y a 5. Il y a l'obligatoire, al-wajib. Il y a le recommandé, al-mustahab. Il y a l'interdit ou l'illicite qui est al-haram. Il y a ce qui n'est pas recommandé, al-makruh. Et il y a le permis, al-mubah. Dans le cas de donner un organe, ce n'est pas seulement permis, mais ça peut aller vers le recommandé ou même vers l'obligatoire. S'il y a moyen de sauver une vie, s'il y a moyen de soulager une souffrance, le jugement peut être du recommandé ou même de l'obligatoire. Si les gens sont conscients de cette situation et ils savent que s'ils donnent parce qu'il y a une obligation, parce qu'il y a un besoin réel, non seulement ils font une bonne action, hasana, mais ils sont aussi en obéissance du divin. Et si on arrive à sensibiliser les gens, à leur faire connaître ce point de vue de la religion, je pense que les gens seront beaucoup plus enclins à donner ou à faire don de son corps après la mort. Et ça va solutionner largement la problématique. Docteur Chakra. Comme complément d'information et pour simplifier aux téléspectateurs, comme vous l'avez dit, donc il y a d'un côté ce qu'on appelle les donneurs familiaux apparentés. C'est le mari qui donne à sa femme ou l'épouse. Ça, d'un côté, il faut le comprendre, du vivant, notamment pour le rein. Le plus important, c'est la deuxième façon de donner. C'est un mort en état de mort encéphalique. Le message. C'est là où Là, je voudrais passer un petit message. Non, mais c'est vrai, mais c'est là où il y a le principal problème, juste pour faire passer le message. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des soucis pour les donneurs vivants entre ascendants, descendants? Est-ce qu'il y a des réticences à ce niveau-là? C'est le manque d'information, tout simplement. Vous avez du mal parfois à convaincre des frères, des sœurs, des papas, des mamans à donner un organe pour un membre de la famille? Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. On va passer au... En principe, le don d'organes pour le vivant, l'exemple, c'est le rein. Oui. C'est le rein, donc les néphrologues, ils connaissent cette question-là. Les néphrologues ne participent pas directement dans ce processus. Parce que c'est vraiment le patient qui a besoin du rein qui est en dialyse. Oui. Souvent, c'est très difficile qu'il demande à son frère ou à son père, c'est très difficile qu'il lui demande directement « est-ce que vous pouvez me donner le rein ?» les néphrologues le disent. C'est-à-dire qu'au sein des familles, oui, au sein des le patient a du mal à les demander. Souvent, ils ont du mal à le demander. Et donc, c'est un travail de quelques mois pour préparer cet accord. Et en principe, il y a les néphrologues qui commencent à travailler doucement ce côté-là. Et après, on arrive à, soi-disant, au bon donneur. Et les néphrologues essaient de voir le donneur lui-même, de lui, comment on dit, lui mettre la puce à l'oreille, sans lui dire clairement. Tout ça se fait de manière très subtile et puis avec un accompagnement. On veut souvent que ça vienne de lui. Que ça vient. Donc il y a tout un travail, j'imagine qu'il y a tout un travail psychologique à faire. On fait une petite pause, on reviendra après, on parlera justement comment vaincre ces réticences. Il y a aussi des questions d'un point de vue pratique, les gens demandent comment faire, si on doit s'inscrire sur les listes de donneurs, si on doit donner, etc. On voit ça après une petite pause.
suite de 60 minutes pour comprendre, on parle du don d'organes et on va essayer de... Vous avez bien expliqué les réticences qu'il peut y avoir sur les donneurs vivants dans la famille. C'est vrai que c'est intéressant de voir de quelle manière tout le travail qui peut être fait pour arriver à convaincre les gens. Ça fait partie des réticences. On va parler bien sûr des greffes à partir de transplantations faites à partir de personnes décédées parce que le vivier, entre guillemets, il est là. On regarde un petit reportage de Khadija Hassan et on se retrouve juste après. Pour nombre de spécialistes, si le Marocain est réticent au don d'organes, c'est d'abord par manque de connaissances sur le sujet. Mais avant de parler de don, parlons d'abord de la greffe. Réticence ici aussi. La confusion, l'anxiété, la crainte entravent le développement du traitement par la greffe. Pourtant, une greffe à travers le don d'organes sauve des milliers de vies. Et pas seulement. La greffe permet aussi d'améliorer le quotidien du patient et d'alléger relativement ses charges financières. Mais voilà, la démarche actuelle du don d'organes peine à convaincre la population marocaine. Beaucoup ne connaissent pas bien la loi ni la procédure. Pour le don d'organes de son vivant, la démarche est un peu compliquée. Seuls les parents proches du malade peuvent lui donner un de leurs organes. En ce qui concerne la procédure pour devenir donneur, c'est plus simple. Il suffit de se présenter au tribunal de première instance de sa région, muni de sa carte d'identité et de signer un papier. Et malgré sa simplicité, la démarche n'incite pas beaucoup de gens à s'inscrire. Pourtant, la générosité est un des fondamentaux de l'islam. Quoi de plus généreux que de faire don d'un de ses organes? Afin de rappeler aux fidèles l'importance de cette pratique, 50 000 imams seront formés pour corriger une perception erronée que le don d'organes serait interdit par la religion. Dans la foulée des efforts de sensibilisation entrepris, le ministre de la Justice, Mustafa Ahmed, avait fait l'annonce publique de donner ses organes à sa mort. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent parce qu'ils n'ont pas été transplantés au bon moment. Au-delà du don d'organes, il ne faut pas oublier le manque de moyens pour acheminer l'organe à bon port, au bon moment. Alors justement, il y a plusieurs points qui sont évoqués dans ce sujet qu'on va essayer d'évoquer dans ces 28 minutes qui nous restent. Si Ouezeni, par rapport à la formation des imams, c'était important d'avoir cette approche au niveau de 50 000 imams qui seront formés à ce niveau-là? Bien sûr, parce que les imams seront des relais auprès de la population. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est sensibiliser la population sur le don, sur cette générosité et surtout de la manière, c'est-à-dire du point de vue religieux, que donner un organe, c'est comme donner de l'argent, c'est comme donner de l'aumône. Vous savez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih » Dépensez, donnez de ce que vous êtes, c'est-à-dire vous le gérez par délégation, ça ne vous appartient pas l'argent, et même votre corps ne vous appartient pas, par analogie, Bab al-Qiyas, ça ne vous appartient pas. Ce corps-là, vous allez le quitter. Et il va revenir à la terre. Il va revenir à la terre. Autant en faire une bonne action. Si on arrive, à travers ces imams, ces 50 000 imams, et qui chacun sera un relais auprès de milliers de fidèles dans les mosquées, dans la société civile, à sensibiliser les gens sur la profondeur de l'action, sur la générosité et sur la religiosité de l'acte, et que ce qu'on va faire est en conformité avec les recommandations divines. Le Marocain, par définition, est quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui croit. Je vous pose la question que je vous pose à chaque fois. Oui. Chaque fois qu'il y a formation des imams, que ce soit sur tous les sujets qu'on peut aborder, on les va déjà aborder sur ce plateau. La mosquée n'est pas le seul levier. Je voudrais, la sensibilisation elle est importante, ça en fait partie, mais comment faire que ce message passe aussi au niveau des CHU, au niveau lorsque vous voyez arriver les patients? Alors nous à Marrakech, nous avons un programme de promotion du don d'organes. Et d'ailleurs, la coordinatrice, nous avons donc des coordinatrices en fait, ils s'occupent de ça. Et nous avons des programmes avec des artistes qui viennent, qui sont favorables aux dons, qui le disent clairement, des chanteurs, des sportifs, etc. On a des sorties vers les écoles et les lycées. Le marathon de Marrakech, par exemple, on met des
des t-shirts qui promotionnent donc le don d'organes et on participe au marathon. Et on fait donc des sorties, parfois donc des portes ouvertes au niveau des CHU et les gens viennent et on distribue donc des dépliants et tout ça. Nous avons donc pas mal de dépliants et des dossiers qu'on fait et donc qu'on les distribue. Et puis il y a les médias, il y a la radio, les radios locales, etc. Et chaque fois qu'il y a une occasion, on a des stands dans les manifestations aussi, on explique aux gens. Donc on essaie donc voilà, de faire tout un programme de promotion pour vaincre Professeur. Moi, je pense qu'il y a plusieurs axes. Le premier axe qui est très très important, c'est la société civile. Alors pour travailler, il faut s'organiser en association et il faut aller vers les citoyens, leur expliquer tous les aspects, l'aspect religieux, l'aspect solidarité, l'aspect soulager la souffrance de ces patients qui vont recevoir ces dons d'organes. Il y a un travail de fond qui doit être fait. Alors je ne sais pas quel est le nombre d'associations qui travaillent dans le domaine, mais j'estime que c'est pas beaucoup. Donc il y a cet axe. Et le deuxième axe, c'est que l'institution doit prendre un choix stratégique dans sa politique globale. Alors, notre CHU a fait un choix stratégique de travailler dans cet axe-là et il a réglé pas mal de problèmes. Alors, on ne peut pas... Alors, on ne va pas revenir à la politique de santé globale, on a déjà fait beaucoup d'émissions sur le plateau, on connaît les déficiences qu'on peut avoir, mais excusez-moi, est-ce que c'est à chaque unité d'avoir à se dire, on va, et c'est comme c'est le cas pour vous, essayer de centraliser tout ça, essayer d'avoir beaucoup plus d'action au niveau des... Ça pose la question qu'il y a dans le reportage, est-ce qu'on a les moyens? Alors vous montrez que oui, en termes de compétences, techniquement, mais est-ce qu'on a les moyens en termes de chiffres? Si demain, on a beaucoup, si vos campagnes de communication fonctionnent, si tout le monde se dit OK, pas de problème, je deviens donneur, est-ce qu'on est capable de faire face? J'ai soulevé la question avant d'arriver au plateau là, parce que en venant, j'ai entendu un petit peu, je suis revenu un peu à l'histoire. Et le professeur Cabral, qui a réalisé la première greffe européenne en avril 68, a discuté le problème. Et effectivement, il y a trois aspects. Deux aspects ont été réglés. La technicité et le médicament antiélogé a été réglé. Le grand problème qui reste, c'est comment convaincre la société civile. Alors, et là, c'est un travail de fond que tout le monde doit faire, les religieux, les professionnels de la santé, les associations et tout le monde. Il n'y a pas est-ce qu'on a les moyens? Donc, si demain on a assez d'organes, on aura la possibilité de les utiliser. J'ai ajouté un quatrième point là. Ouais. Et il faut j'ai des chiffres si vous le voulez. Un patient greffé, que ce soit cœur, foie et tout ça, il lui faut 3500 dirhams de médicaments par mois. Il lui faut 1500 dirhams d'analyse par mois. Est-ce qu'on a les moyens? En toute sincérité, je pense qu'on n'est pas encore bien armé, mais je pense c'est un pas quand même. On a mis en évidence qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin en termes de greffe d'organes, et qu'effectivement, on n'a pas les moyens actuellement, avec les moyens actuels, de satisfaire tous ces besoins. Et aujourd'hui, si on a effectivement 500 dons au Maroc, j'estime que du moins la population qu'on soit aux hôpitaux aura un problème. Comment on va par la suite trouver le financement pour ce traitement-là? C'est un traitement à vie quand même. C'est des traitements des analyses à vie. Peut-être ce que vous dites là est scientifiquement logique, mais je ne le partage pas. Je ne pense pas qu'on aura 500 donneurs demain. Ce qui veut dire que c'est un faux problème. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas il y a une quinzaine d'années, maintenant il y a des équipes qui greffent à Rabat, à Marrakech, à Casablanca, à Fès et bientôt peut-être à Agadir et à Oujda. Donc ça, il faut le dire à la population marocaine. C'est un petit peu le rôle de l'association marocaine pour le don d'organes et du tissu. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir préparer des documents pour montrer quelles sont les équipes qui greffent. Qu'est-ce qu'on greffe? Et puis, pour revenir à ce que vous dites, combien ça coûte pour donner l'information correcte. Ça, il y a une commission maintenant qui est placée au niveau de l'AMDOT, l'Association marocaine don d'organes et du tissu, une qui va travailler sur le coût, une qui va travailler avec les CHU pour faire un listing des différents services qui greffent, une qui va travailler avec le ministère de la Santé pour voir un petit peu le coût de réalisation, et notamment pour les médicaments anti-greffe. Si vous le permettez, parce qu'on parle de finances, on parle de religion, et celui qui nous regarde, je voudrais, et pour le sensibiliser, qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, et tous les collègues vont le partager avec moi, vous savez qu'il y a des enfants qui font des dialyses à 5 ans, à 6 ans, à 7 ans.
3 fois par semaine et qui sont liés à une machine 3 heures par jour. Ils ne peuvent ni jouer, ni aller à l'école. Greffe de rein, ils deviendront des enfants normaux. Un jeune de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, il peut avoir une petite pierre dans l'œil, la cornée, et il devient aveugle. Grâce à une greffe de cornée, il peut recouvrer la vue. Pour que les gens puissent comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, vous me dites, on parle de finances. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Je vais essayer d'enlever l'émotion sur des choses qui sont tout à fait, qui nous touchent, et qui peuvent toucher. Si on est père de famille, ça va nous toucher. Et l'opération que vous avez faite également. Je veux juste dernier point sur les finances, parce que vaut mieux être froid de temps en temps et parler. Justement, quand on parle de dialyse, si on devait parler au pouvoir public, combien ça coûte si, voilà, alors si on pouvait transplanter quelqu'un avec un rein, entre quelqu'un qui se fait greffer un rein et quelqu'un qui continuera toute sa vie à être en dialyse, la balance, elle est où? On est gagnant. Quand on greffe, on est gagnant. La greffe coûte moins que la dialyse. Peut-être le coût de la greffe, il est un peu plus élevé qu'une année de dialyse. Mais après, toutes les années qu'on gagne, ils sont gagnés par la greffe. Donc le coût, il est énormément intéressant quand on greffe. Alors j'ai plusieurs questions de réactions sur Facebook et Twitter, notamment sur pourquoi ne pas mettre en place une banque d'organes? C'est pas possible. Ça existe. Non, mais Les organes, de tissu. Les tissus, oui. Expliquez-nous. Alors justement. Parce que les organes, ils ont ce qu'on appelle une durée de vie, ce qu'on appelle l'ischémie froide. Ouais. D'accord. Il y a 4 heures pour le cœur, par exemple, 6 heures pour le foie, 12 à 20, même 24 heures pour le rein. Donc, il y a toute une c'est pour ça qu'on est sur l'instant, on est sur le vif pour ces organes-là. Il y a toute une procédure. Parce que quand on fait ce qu'on appelle les PMO, les prélèvements multi-organes, comme celui qu'on a fait dernièrement à Marrakech, c'est une procédure qui répond à des exigences. Et on a ce qu'on appelle, on canule ces organes-là, on les perfuse par des liquides nutritifs. Et on ne peut pas prendre un organe et le poser et attendre 4 heures ou 6 heures ou 12 heures pour le greffer. Alors par contre, les tissus, Par contre, les tissus, c'est possible. Actuellement, alors, quand on parle de tissu, c'est quoi exactement? Tissu, on a fait l'exemple le plus simple, c'est la membrane amniotique que j'ai ici. La membrane amniotique a été utilisée à Marrakech pour les greffes de cornée, pour les greffes pour les brûlés également. Membrane amniotique. Je connais le liquide amniotique. La membrane amniotique, je peux l'expliquer, c'est... Si vous arrivez à la vulgariser, ça m'arrange. Ouais. Si vous arrivez à l'expliquer simplement. Alors, la femme enceinte, quand elle accouche, il y a le placenta en général qu'on jette. Oui. Et cette membrane-là, c'est la membrane amniotique. Donc on la prend, et les ophtalmologues, ils la travaillent en une trentaine ou une quarantaine de morceaux. Et donc on la technique et elle est conservée avec un processus de qualité et de traçabilité au niveau de la banque. Et ces petits morceaux, ils vont servir à traiter des patients qui ne voient pas, ou des brûlés, des greffes de peau. Donc ils ont beaucoup d'indications, alors qu'on jetait le placenta, alors qu'on pourrait donc le prendre. Bon, voilà, on découvre des choses par rapport à des... Le tissu existe au Maroc, ça existe à Marrakech. Nous avons une banque de tissu qui est équipée et actuellement on peut stocker, et je suis content de vous annoncer qu'on a actuellement dans notre stock 3 valves cardiaques qu'on va pouvoir utiliser pour des malades et d'autres tissus en stockage. Donc, également, au niveau du CHU de Rabat, il y a une banque de tissus pour stocker ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques. C'est les cellules qu'on prélève de la moelle osseuse pour traiter certaines formes de cancer du sang et certaines hémoglobinopathies, notamment la thalassémie. Également, au CHU de Rabat, il y a une banque de tissus. Et à Casablanca également. Je reviens, même des réactions sur Twitter par rapport au côté religieux, vous nous avez bien expliqué. J'ai dit en début d'émission, c'est commun à toutes les religions finalement, que ce soit les catholiques, que ce soit nous les musulmans ou que ce soit les juifs. Les juifs font un petit distinguo. Il y a eu débat parce que pour eux, il y a une atteinte à l'intégrité du corps, mais finalement tout le monde s'est mis d'accord. Oui, mais la même chose existait chez nous, les musulmans. Il y a eu des têtes d'affiche, des grands savants musulmans
qui, au début, s'était opposé farouchement en argumentant que le corps n'appartient pas à la personne et donc elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas le droit d'en disposer et de donner. D'accord, c'était l'interprétation qui était la faite. mentalité a évolué. Heureusement qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'interprétation, al-fatwa ou l'ijtihad, aujourd'hui ça se passe dans des regroupements de savants. Mais jamais fiqhiyya, où il n'y a pas que le faqih, mais il y a le faqih, il y a le médecin, il y a l'ingénieur, et chacun contribue selon son savoir, selon son expertise, et on arrive justement à des solutions. Parce que le plus important est que le rôle principal de la religion, ou de toutes les religions, c'est servir la communauté. أينما كانت مصلحة الناس هناك شرع الله. Là où il y a l'intérêt de la communauté, c'est ça justement la législation religieuse, pour servir la communauté. Bien sûr, il y a des réticences, il y a des garde-fous, il y a des dispositions qui sont prises pour éviter justement les dérapages ou l'utilisation soit frauduleuse ou à des fins non humanitaires. Alors justement, mais ça, le dérapage, la loi est là pour protéger. Justement, le dérapage, on disait, alors ce sont des chiffres mondiaux, je ne parle pas du Maroc, tout le monde a entendu parler de trafic d'organes. La rareté donne justement lieu au trafic d'organes. C'est peut-être aussi un argument pour les donneurs potentiels, qui est qu'aujourd'hui, la rareté, qu'on n'a pas assez d'organes pour répondre à la demande, fait que y a des réseaux de trafic d'organes. On est épargné au Maroc. Je pense actuellement on est épargné et la loi est claire et je pense qu'on doit rassurer nos auditeurs. C'est très bien verrouillé au Maroc et on n'a pas des cas de ce type de comportement ou de pratique. Alors dans le monde, l'OMS estime à 10 000 le nombre de transplantations clandestines. C'est un marché d'1 milliard de dollars. Alors justement, je pense les pays où on a ce genre de pratiques, c'est en général des pays qui n'ont pas de loi, qui cadrent la greffe. Et il existe des pays qui n'ont pas de loi. Et donc le don d'organes ou les greffes sont livrées sans loi. Et donc on peut faire ce qu'on veut. Et donc, parmi les règles de protection de protection humaine et des protections donc, de ces pratiques, il faut obligatoirement qu'il y ait une loi qui doit être respectée et un suivi pour qu'on n'ait pas ce genre de comportement. Dans le même sens, aujourd'hui, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, au Maroc, comme ça a été dit, c'est verrouillé. Donc il faut qu'il y ait l'acte citoyen d'être convaincu de pouvoir donner. Et si quelqu'un va frauder, il y a la loi qui va le sanctionner. C'est clair. Hein. Non, la loi est claire en tout cas. Alors, j'ai une question sur Twitter. Nous espérons qu'il n'y aura pas de coup de piston ou de priorité pour ce geste humanitaire. C'est vrai, ce sont des questions légitimes qu'on peut se poser. On va se dire, ok, ça fonctionne, mais comment on choisit? Il y a des listes d'attente, comment ça fonctionne? En principe, il y a des listes d'attente. Pour le Rhin, où les listes d'attente sont étoffées, il y a ce qu'on appelle un scoring. Donc, il y a des scores. Et donc, où il y a la compatibilité, parce qu'il faut des compatibilités HLA, donc ça veut dire qu'ils sont proches, les tissus sont proches. Et il y a l'âge, depuis quand il est sur la liste d'attente, et d'autres items. Et chaque item a un score, et après, on a Qui gère ça? Alors, qui gère ça? Ah oui. Actuellement, c'est au niveau, c'est les néphrologues, c'est les néphrologues, mais c'est centralisé au niveau du ministère de la Santé. Et il y a même des accords qu'on a fait avec le ministère de la Santé et les différents CHU sur les reins. C'est que quand on a une mort encéphalique, le CHU qui a la mort encéphalique greffe un rein et envoie l'autre à un autre CHU. Et c'est au ministère de la Santé, quand il voit les listes d'attente et il voit le patient qui a le score le plus élevé. Qui a le plus besoin. Ouais, en général, le score le plus élevé, c'est le patient qui a le plus besoin. Alors maintenant, s'il y a une contre-indication ou que ce patient-là n'est pas prêt ou il y a un problème médical qui est intercurrent, ben on peut appeler... Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je veux juste répondre aux interrogations des gens. J'essaie d'être subtil dans ma question. Est-ce qu'on est sûr que cette procédure, quand vous la dites, elle est bien huilée, on se dit que ça y a des garde-fous, est-ce qu'on a les moyens de bien
allez, On ne- cadrer on tout ne ça peut pas sur le faire terrain. autrement. Sur le terrain. On ne peut pas faire On autrement. ne peut pas Mais faire je- autrement. non, mais- Je rajoute ce que dit la loi, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, c'est que le don à partir d'un mort en état encéphalique, c'est anonyme. On ne sait pas le nom de la personne qui donne, Qui donne. et qui le reçoit. Et qui le reçoit. Oui. Et la gratuité. Ça, c'est deux éléments très très importants. Et je pense que la rigueur des néphrologues, et leur responsabilité et leur conscience, moi j'en suis convaincu dans les 4 CHU, c'est très bien verrouillé. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais vraiment vous donner l'occasion, professeur. Vous avez fait cette transplantation à la petite Fatima. Elle va bien? Elle va bien. Très bien. Alors, explique le moment où vous avez eu l'information. Ça s'est passé dans la nuit du 13 au 14 octobre. Moi, j'ai eu juste la manière avec laquelle ça s'est passé. Vous allez nous dire une petite fille qui est décédée. Bon, on n'a pas son nom, justement, dans le cadre de l'anonymat. Un accident de circulation. La pauvre petite fille est décédée, vous avez été prévenu, et donc là, vous l'avez dit, le cœur, en 4 heures, il fallait agir vite. Alors là, comment ça s'est passé? Alors là, il y a un travail médical qui a été fait par notre équipe de médecins anesthésistes réanimateurs qui ont réalisé ce qu'on appelle la réanimation de la mort encéphalique. Ils ont un processus pour maintenir le décédé ou la personne qui est morte dans des conditions correctes, c'est-à-dire que la tension artérielle reste correcte, qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui vont, disons, altérer la fonction des organes. Alors, concernant notre cas, c'était un prélèvement multi-organes. Donc, on n'était pas seul. L'équipe médicale cardiologique n'était pas seule. Nous étions l'équipe de chirurgie cardiaque et de cardiologie, l'équipe d'anesthésie et réanimation, l'équipe de chirurgie générale qui vont faire la greffe du foie, l'équipe d'urologie, les coordinatrices, l'ophtalmo et tout ça. Donc on a fait 2 réunions de briefing, de préparation, comment chacun va procéder pour pouvoir prélever les organes dans des conditions correctes et les greffer dans des conditions correctes. Et donc, ça a été fait, disons que le décès a été annoncé le 13 pendant la journée. Donc, il a fallu faire 2 réunions de préparation pour qu'on discute entre nous qui va faire quoi. Et puis, on a procédé la nuit du 13 au prélèvement multi-organes qui a été très très bien géré sur le plan anesthésique. Et donc, c'est des détails techniques qu'on a travaillé en équipe, en étroite collaboration pour que tout le monde puisse prélever les organes dans des conditions médicales correctes avec des conditions de préservation qui ont permis d'ailleurs au foie d'être transplanté, greffé avec de résultats satisfaisants, au cœur actuellement pour la petite Fatima, aux 2 reins, l'une à Marrakech et l'autre à Casablanca, et les cornets bien sûr qui ont été greffés. Et nous avons également prélevé 2 valves cardiaques du cœur explanté. Une pauvre petite fille, Allah yarhamha, a pu, on va dire, contribuer à quoi? 4 personnes? sauver. 4 personnes? 4 personnes pour la vie et 2 personnes pour la vue. Parce qu'elle a donné aussi 2 cornets. Et les équipes ont travaillé, ce qui était bien dans cette dernière processus, c'est que les équipes ont travaillé en parallèle la nuit, dans des blocs différents. Et la chirurgie cardiaque était à proximité, donc c'était rapide. La chirurgie du foie dans un autre hôpital à côté, et le rein aussi à côté. Donc les équipes ont travaillé en parallèle. Et là, je remercie aussi le SAMU de Marrakech qui a pris le rein pour le ramener à Casablanca la nuit. Il est arrivé à 3 h du matin et ils l'ont pris, ils l'ont greffé donc la matinée aussi. Quand on veut, on peut chez nous. Les parents, est-ce qu'il y a les parents de la petite fille donneuse, je ne sais pas s'ils nous regardent, mais en tout cas, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Si vous je vous vois depuis tout à l'heure au Pinet du Chef, j'imagine. C'est assez émouvant comme situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne? Est-ce que après, parce que j'imagine que ça doit être dur à encaisser, même s'il y a quelque chose de très louable qui a été fait grâce à leur fille. Nous avons, d'abord, il faut remercier cette famille qui a donné un exemple de citoyenneté en termes de don d'organes, parce que grâce à ce don-là, plusieurs patients ont été sauvés et d'autres ont vu leur qualité de vie améliorée. Donc il faut les remercier, il faut les prendre prendre cette famille comme exemple de don d'organes, parce que finalement,
Parce que là, on est dans le cas finalement le plus émotionnellement, qui est le plus dur, j'imagine. On parle d'une petite fille. Tout à fait. C'est très émouvant. Enfin, mes sentiments en tant que médecin traitant, en toute sincérité, je n'ai pas vu la famille qui a donné, parce que on était concentré sur ce qu'on va faire. Et il y a la cellule de coordination qui a fait un excellent job et qui a tout préparé pour nous, praticiens. Mais en tant que praticien, en tant que père de famille et en tant que futur donneur, c'est extrêmement émouvant et je peux pas. On a eu une larme aux yeux de voir cette petite fille-là qui a pu sauver. Alors, il nous reste quelques minutes. On va prendre l'occasion pour dire comment il faut faire aujourd'hui si on veut être donneur, une fois qu'on passe l'arme à gauche. Je ne sais pas si on prendre cette expression. Comment on fait concrètement? Concrètement, c'est un petit peu le rôle de la société civile. Et je voudrais insister, c'est que l'âme d'autre, c'est une émanation de la société civile. Moi, je suis en tant que médecin conseiller. Donc on peut venir voir l'association. Venir l'association, mais le message que je voudrais passer, aujourd'hui, le fait de se déplacer au tribunal et s'inscrire sur un registre, ça peut bloquer un petit peu les gens. C'est ça que je veux entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut aller au tribunal de première instance, et s'inscrire sur un registre. C'est tout. Ça, c'est tout. C'est le message. Sachant qu'on peut se rétracter à n'importe quel moment. Ah oui. D'accord, donc c'est-à-dire c'est pas une décision définitive si on va le... Et je termine, ce qui est extraordinaire, ce qui existe en France, si la personne de sang vivant ne dit pas que je ne suis pas donneuse, il est donneur potentiel. Ils sont en train de travailler en France pour 2016 pour qu'il y ait une loi obligatoire. Tout le monde est donneur. J'espère qu'on y arrivera un jour au Maroc. Ce qu'on appelle les registres de refus. C'est-à-dire, oui, c'est le contraire. C'est le contraire. Par défaut, on est donneur. Si on ne veut pas l'être, si on ne veut pas être, on s'oppose. Donc c'est le registre de refus. Alors, je vais donner le dernier mot à Siwazeli. Moi, je voudrais dire tout simplement, d'abord, il faut rassurer le Marocain, lui dire, heureusement, nous disposons de très grandes compétences médico-chirurgicales. Nous disposons d'une infrastructure hospitalière qui est performante. Ça, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sensibiliser le citoyen. Pour le sensibiliser, et je pars toujours du référentiel religieux, il faut donner l'exemple. Vous demandez aux gens de faire du bien alors que vous ne le faites pas. Il faut aujourd'hui que tous les leaders religieux, politiques, donnent l'exemple et s'inscrivent et affichent à l'opinion publique nationale qu'ils sont donneurs. C'est la manière aujourd'hui pour dire aux gens, nous donnons, nous faisons confiance au système. Les gens vont suivre. Tout à l'heure, le Dr Charqaoui a parlé de 1000 personnes inscrites. Je lui dis, ils sont 1001. 1001 personnes, je suis donneur, je m'inscris. On le fera tous, on va le faire. Allez, donc 1005. Bien sûr, vous l'êtes déjà. 1005 déjà. Et on sera 1002, mais bon, il y en aura beaucoup plus. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV, 22h40 la rediffusion comme d'habitude si vous nous avez pris en route. Excellent week-end, on se retrouve lundi.